parti qui, se prétendant national, assure qu'il défend l'identité de la nation. Ainsi, les lémures du politique et du moral gavent sans répit le public médiatique de questions identitaires, de conflits identitaires, et certains vont même jusqu'à parler d'identité heureuse ou d'identité malheureuse. Pourtant, si l'on y regarde de plus près le vocabulaire, par exemple, normatif de l'Ancien Régime, le terme d'identité n'est jamais employé. À l'ère moderne, de la Première à la Ve République, la notion d'identité ne fait pas partie des principes constitutionnels qui régissent la vie politique de la nation. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ignore tout à fait la notion d'identité, qui n'est donc pas un droit. Ainsi, les mêmes qui prétendent défendre la tradition avancent un terme que celle-ci ne connaît pas. Et en l'utilisant, ils ne font pas pour autant une percée conceptuelle dans le champ des principes et des enjeux politiques. Il faut donc s'interroger dès lors sur cette obsession identitaire qui s'est emparée des politiciens et des médiacrates. Pour cela, nous devrons d'abord cerner ce que recouvre la notion d'identité, en préciser la définition, puis nous devrons discerner à quel niveau de pertinence nous pouvons l'utiliser afin de comprendre l'évolution historique d'un peuple. Nous verrons alors que l'identité est nécessairement relative à la liberté, entendue comme créativité et puissance génitrice. Enfin, en menant une généalogie du soupçon, nous verrons comment l'usage obnubilé de cette notion d'identité sert en fait à masquer, à ignorer l'oblitération de l'avenir et à éviter le jeu des forces destructrices et constructrices qui régissent l'histoire. En somme, mon propos sera de soulever les enjeux politiques de l'identité pour établir un diagnostic de l'état historique et axiologique d'une société et de sa classe dominante. Si l'on veut donc parler justement de l'identité humaine, et non pas de l'identité simplement immatriculaire et sécuritaire de l'appareil administratif, car il y a bien déjà une administration de l'esprit à sans cesse parler d'identité. Alors il faut l'identité la saisir dans son processus de formation et d'intensification. À suivre l'expérience, l'identité est d'abord fondée par la reconnaissance de soi et d'autrui. L'expérience de l'identité, c'est la reconnaissance d'un sujet, d'un soi comme soi-même, d'une similitude continue entre celui qui est et celui qui apparaît à soi et à autrui. Sur fond d'êtres qui diffèrent les uns des autres, l'identité d'un être vient donc du constat qu'il ne diffère pas de lui-même. Et le premier niveau de cette similitude, qui est continue, relève évidemment de la reconnaissance physique. À moins d'être schizophrène, chacun se reconnaît quotidiennement dans une glace. J'identifie ainsi autrui par la relative permanence des caractères distinctifs qu'il manifeste. Ces caractères sont d'abord d'ordre physique. La vue, puis l'ouïe, éventuellement l'odeur et le toucher servent à identifier et reconnaître un individu. La corporéité de chacun, sa concrescence spatiale et charnelle, détermine en premier lieu l'identité individuelle. Telle personne fait sens pour ceux qui l'approchent par l'expérience des sens qu'ils font d'elle. Le sens n'a rien de métaphysique, il procède des sens. L'étranger est vécu comme tel parce que l'expérience sensuelle qu'il suscite et que l'on en fait ne renvoie pas à un paysage familier. On flaire qu'il n'est pas d'ici, qu'il n'est pas des nôtres. Il peut dès lors constituer un objet de curiosité, d'attirance ou d'hostilité.
Mais dans l'ordre humain, être qui est un être, les hommes étant des êtres de langage, une telle reconnaissance primitive ne gouverne pas à elle seule la rencontre des sujets. Les uns et les autres vont communiquer, et leur identification réciproque va se charger d'histoire, va être pleine d'histoire, de préjugés et de commerce. L'historicité de l'existence humaine implique donc que l'identification d'autrui par les sens, qui est archaïque, est nécessairement recouverte par l'interprétation langagière de soi et des autres. L'identité du sujet se forme par le maintien permanent d'une élaboration interprétative de soi et du monde. Le sujet acquiert ainsi plus qu'une personnalité, qu'une identité. Il affirme sa personnalité que les autres, l'interprétant à leur tour par le langage et à leur manière, travaillent également. D'ailleurs, si nous suivons l'expérience, les traits physiques de la personne ne suffisent pas à lui assurer une identité constante, une personnalité entière. La caractérisation physique est bien trop exposée, sujette aux vicissitudes du temps pour garantir au sujet, individuel ou collectif d'ailleurs, une mêmeté, une similitude continue entre soi et soi au fil de l'existence. Ce niveau d'identification physique subit le jeu du temps, au point qu'elle risque sans cesse de connaître et d'éprouver une définitive discontinuité. Un accident, une maladie, une défiguration, et la personne se retrouve justement défigurée, elle se retrouve méconnaissable. Et également d'ailleurs au plan historique. Imaginons demain une France tapissée de mosquées, de zones entières livrées à la charia, et où les femmes seraient voilées, le porc et l'alcool interdits, les arts plastiques proscrits, les parcs, jardins et musées censurés, par un clergé fanatique d'iconoclastes pudibonds. Qui pourrait reconnaître alors, dans un tel pays, la patrie de la bonne chère, ainsi que la République moderne des arts et des lettres que nous avons connus? Aussi, nous ne devons pas oublier que le trauma identitaire fait partie de l'expérience historique, effectivement. Et souvenons-nous à cet égard de Cels, de Julien l'Apostat, d'Hypatie la philosophe, et de combien nobles esprits qui ont vécu, vu et subi la catastrophe du sujet antique, dont les traits usés se décomposaient devant l'érection universelle de l'idole en croix. Le maintien d'un soi propre dépend donc d'un autre facteur identitaire que la simple mêmeté physique. Ce moteur interne de la permanence d'un soi par-delà les métamorphoses du physique, par-delà les métamorphoses de caractère, se concrétise dans ce que l'on dit de soi, dans le fil, et je reprends Ricoeur, narratif que l'individu tisse à propos des changements de son existence. Ainsi conçue, l'identité peut être qualifiée de narrative. Elle compléterait donc l'identité physique. Elle procède alors de l'exercice du verbe. Elle consiste à se nommer et se dire, et par là, à nommer et dire qui est autrui. L'acte narratif opère la reconnaissance de soi comme soi-même, où se joue parallèlement l'interprétation du monde et d'autrui. Puisque les événements du temps m'affectent et me modifient, ils me font en effet leur imposer un sens, afin que je conserve une personnalité permanente. C'est donc par la médiation d'un sens que l'on exprime que le sujet se confirme à lui-même, configure un monde et une identité personnelle. C'est par le processus d'un récit que le soi se retrouve comme soi-même au travers des épreuves modificatrices du temps. Il faut une fécondité narrative
pour marier continuellement présence de soi et transformation de soi. L'identité narrative est donc un rapport langagier de soi à soi. Procède de ce rapport d'une narration compréhensive de soi et des autres qui est liée également à celle de soi par autrui. Il y a un lien dialectique entre ce que l'on dit de soi, ce que l'on dit du même, de soi-même, et ce que l'autre dit de vous-même. Une dialectique donc de la modification par le récit et par le langage. Mais faute d'une trame narrative de soi, en revanche, le sujet échoue à se saisir comme le même, et il ne parvient pas davantage à interpréter la figure d'autrui. Il n'est donc, en somme, un sujet durable qui puisse traverser les temps que par la grâce d'une histoire qu'il trace et qu'il relance. La conscience de soi comme soi-même est donc une conscience historique et historienne. L'historicité réfléchie du sujet lui assure l'intensité de sa personnalité. Les Romains, d'ailleurs, l'avaient bien compris. En effet, tout au long de leur histoire, tout au long de leurs heures et malheurs, que firent-ils, sinon écrire leurs annales? Les Hébreux de même, qui tissent historiquement leur alliance avec leur Dieu par la tradition scripturaire. En narrant les événements qui lui arrivent, qu'il suscite ou qu'il affecte, en les configurant donc selon une trame de sens, le sujet devient le personnage d'une intrigue dont il est le centre permanent. Il lui appartient donc à ce sujet de se renouveler, de renouveler périodiquement son intrigue et donc de travailler à de nouveaux motifs de sens s'il veut garder une personnalité vive et originale. L'important est que par-delà les métamorphoses de narration et les changements d'intrigue, le personnage consiste et persiste à se reconnaître dans celui qui fait l'action dans le récit, suivant l'expression de Ricoeur. Si vous n'agissez pas, et si vous n'avez pas de puissance d'action, vous cessez d'être historiquement. Confronté au process incessant de la vie, le récit, en effet, ne peut être clos et définitif. Un récit qui s'obstinerait à reproduire le même nœud de l'intrigue, par exemple une même révélation, témoignerait d'un sujet en perte d'inspiration. Toute personnalité qui tourne autour d'une obnubilation narrative est en voie de nécrose et n'est plus capable de traverser les temps. Le sujet, quand il devient impuissant à surmonter la nouveauté qui lui arrive par une compréhension rénovée de soi, d'autrui et du monde, est voué à sortir de l'histoire ou à abdiquer sa propre histoire. Ce sujet, nécrosé, n'est plus en effet celui qui fait l'action dans le récit, puisque ce récit, il vise à le geler. Il devient incapable d'en inventer un autre. Sans un art opératif de la narration, le sujet reste pétrifié devant ce qui lui advient. Donc, quand on ne sait plus rien dire du monde, quand on ne sait plus rien dire de soi et d'autrui, il n'y a plus rien à attendre de soi-même et il n'y a plus rien à attendre du monde. Les gens bloqués sur une seule intrigue narrative, sur un seul récit, deviennent des objets ou des sujets, si je veux dire, oui, d'apathie et d'inconscience de soi. Et cette apathie, cette inconscience sanctionne la perte historienne et historique de soi. Donc nous avons vu les épisodes de l'intrigue et leur contenu narratif caractérisent les moments successifs de l'identité du sujet. Mais je préciserai qu'aucun de ces moments n'épuise donc la définition historique de l'opérateur narratif, laquelle n'est jamais anéantie, elle n'est jamais définitive plutôt, tant que la puissance évocatrice du sujet n'est pas anéantie. On ne peut définir totalement quelqu'un
qu'à partir du moment où on peut sommer sa vie, et donc à partir du moment où il est mort. C'est pourquoi toute définition canonique d'une identité se révèle tôt ou tard improductive, car elle bloque les métamorphoses de soi nécessaires à la traversée des épreuves historiques. Donc mon propos est totalement anti-essentialiste. L'essentialisme identitaire n'est rien d'autre qu'un fétichisme du passé qui est révélateur d'une impuissance à affronter le devenir et à ouvrir un monde. Aussi, la puissance narrative ne peut-elle s'incarner ni dans la fièvre historienne du passé, ni évidemment dans la lourdeur des mémoires, ni encore dans un psittacisme des traditions. La puissance narrative exige une culture transformatrice et la perspective d'une ambition. Il n'y a de vie historique que par l'appel d'un futur. Donc, apparemment, si les contenus de l'identité sont épisodiques, la permanence du sujet ressortit à la seule permanence de l'activité narrative. Ce ne sont donc pas les contenus de ces épisodes qui comptent. C'est le lien entre les épisodes. Par exemple, les différentes figures de soi que prend le peuple français au cours de son histoire illustrent à la fois des ruptures dans la définition de soi, mais aussi le maintien de soi-même dans le processus narratif qu'a perpétué chaque génération de Français. Chaque génération de Français qui est attachée à dire ce qu'elle veut de son avenir et du coup ce qu'elle veut de son passé. On ne sait lire le passé qu'à partir du moment où on a une ambition pour l'avenir. Sinon le passé c'est l'être morte. La France du royaume, la France de la révolution et du citoyen souverain, la France du progrès et des droits universels. À chaque fois, le peuple français se subjective et perpétue la France en soi-même, dans l'affirmation d'une perspective, dans la force d'une direction qu'il s'est tracée. La personnalité, excusez-moi, la personnalité collective donc persiste moins par la compréhension de soi que développe chaque époque que par l'opération narrative qui relie ces époques dans leur position et opposition. Même dans l'opposition entre idéologie d'une époque, du moment qu'il y a un sujet qui parle, il y a maintien de soi-même. Un peuple historique se reconnaît narrativement à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la figure de soi qu'il élabore pour l'avenir, et à la fois dans les figures passées de soi, qu'il sait lire et sélectionner afin de mieux grandir. C'est pourquoi il ne faut pas avoir le culte du passé et de tout subsumer en disant nous sommes les fils de ceci, de cela, un et perpétuel. Alors qu'en fait, quand on veut un futur, on sélectionne les figures du passé qui nous parlent. Ainsi d'ailleurs les Romains, pour les ancêtres indignes ou les actes indignes dont ils ne voulaient pas, frapper leurs ancêtres de la damnation mémoriale. Donc, toute narrativité implique la puissance de se dire. Mais cette puissance elle-même est problématique. Et toute stérilité narrative, en revanche, trahit l'impuissance d'un soi à être soi-même. Impuissance, impuissance. Donc, il n'y a d'être de soi que par puissance de soi. Qu'à un sujet, cette puissance vienne à manquer, et sa mêmeté, sa similitude à soi-même, lui est aussitôt retirée. Et il se dissout alors dans le chaos des choses ou dans la domination d'autrui. J'en viens donc à compléter l'opinion qu'avait Ricoeur de l'identité. En effet, et d'ailleurs dont je me suis inspiré, mais pas sur tous les plans, qu'elle soit individuelle ou collectif, nous l'avons vu,
le sujet arbore une identité à la fois par ses traits physiques, distinctifs, et par son dire, sa narration singulière. Donc à suivre Ricoeur, apparemment, ces deux sources d'identification suffiraient à comprendre la formation de l'individualité humaine. Et pourtant, à mon sens, Ricoeur maintient là une dualité ontologique qui ne parvient pas à saisir entièrement le process identitaire dans son unité. Je le soupçonne même, Paul Ricoeur, d'agir et d'écrire en apologiste, qui sous couvert de mêmeté narrative nous resserre de l'âme, et sous couvert de mêmeté physique nous resserre de la matière. La méthode dualiste de Ricoeur nous éclaire certes sur les modes d'identification du sujet, mais non pas sur leur source vive. On aura à ce propos justement saisi le souci évangélique de Ricoeur. C'est l'usage narratif du verbe qui éclaire le sujet sur sa situation et lui donne un monde où habiter. Mais cette herméneutique chrétienne n'oublie-t-elle pas que tout site humain procède parallèlement de la main humaine? En effet, le sujet raconte l'univers qu'il transforme par la puissance de son travail. L'œuvre narrative du sujet s'inscrit dans le process général du travail de l'homme sur les choses et des choses sur l'homme. Bref, l'identité du sujet, la personnalité du sujet, naît du monde qu'il subit et bâtit, qu'il endure et habite, raconte et transmet. C'est du moment qu'il fait monde, en insistant bien sur le faire. C'est du moment qu'il lie les choses en monde, qu'il les rassemble en monde, et pour cela il faut un travail, que le sujet peut affirmer une identité et une personnalité. Et cependant, comme les mondes qu'il habite ou qu'il construit changent, le monde aussi, ces mondes, le modifient à leur tour. Et son identité narrative s'en trouve affectée. C'est donc le travail du monde, c'est le jeu du monde qui travaille et qui participe aussi pleinement à l'identité, à la personnalité d'un peuple ou d'un individu. L'interaction qui est toujours problématique de l'homme et du monde destine l'identité au jeu des métamorphoses, comme l'a bien vu la tradition romaine, notamment je pense aux métamorphoses d'Ovide. Le travail est la condition du récit, ce que ne dit pas Ricoeur. Et par cette dernière insertion, nous remontons en amont de l'expérience de l'identité. En effet, donc, élaborer un monde ne consiste pas seulement à le narrer. L'élaboration de tout monde procède de l'action. Sans action créatrice, point de monde propre. Juste une destinée végétative du corps. Et c'est Goethe qui voit juste quand il fait dire à Faust Im Anfang war die Tat. Au commencement était l'action. Identité de caractère et identité de récit écloses naissent d'un corps qui agit, d'une vie qui pousse et qui croît, qui est ancrée dans l'immanence périlleuse du monde. L'unité de ces deux identités germine dans la productivité des actes par lesquels l'être humain, tel Hercule, ouvre durablement au sein de l'opacité première, de l'obscurité des choses, une demeure, un site où habiter et se reconnaître. Je prends productivité au sens de Goethe, productivité, qui est le premier à avoir introduit ce vocable dans la tradition littéraire et philosophique, qui veut dire donner naissance à, engendrer. Le terme de productivité, c'est Saint-Simon ensuite qui l'a repris pour lui donner un sens purement économique. Donc cette unité est bien celle d'un corps vivant, au travail de soi. Corps vivant, qu'il soit individuel d'ailleurs ou collectif, personnel et populaire, qui se meut, qui se transforme, qui s'accroît ou qui s'use également, car les peuples s'usent
et les récits aussi s'usent, dans leur lien interactif et ouvrier avec les forces de l'univers. L'identité du sujet, sa configuration, je dirais, procède ultimement de la force de production qu'il recèle, et je dirais même mieux, la force de production qu'il est. Il s'ensuit que son identité est à la mesure de ce que cette force devient. Œuvrant et œuvré, l'être humain est donc voué au jeu de la puissance et des puissances dont il participe. C'est à la mesure de la productivité qui le traverse et qui l'infuse que le sujet travailleur renaît par-delà les vicissitudes des temps. À cet égard, donc, je préciserai que toute identité humaine est bien travaillée d'abord par les puissances de l'art et des techniques. Les choses et les corps forment en effet les champs d'expression du créateur humain. Et avant des récits, avant des gens qui chapitrent les autres par leurs récits de révélation, par exemple, il a fallu d'abord des mages poètes. Le mage poète a d'abord nommé et lu les choses, ordonné ou façonné leur éclat avant qu'elles ne soient embarquées dans un récit. Avant que d'entreprendre une histoire, il faut forger les mots. La figuration poétique des corps, célestes, telluriques, élémentaires, animaux, ouvre à l'être humain la première clairière de son identité. La poésie précède toujours la religion. Émerge un univers alors, dont la texture est une totalité de signes, un texte que l'homme déchiffre. Les nuages, par exemple, annoncent la pluie bienfaisante ou malfaisante. Les bâtisseurs, quel est leur rôle, sinon trouver, cultiver et lier les mots, les gestes et les façons d'où naissent un sujet situé et conscient de son propre lieu. Telle est la magie des bâtisseurs. Caractères et narrations dépendent d'emblée du jeu poétique de la créativité. Il n'est pas d'identité sans puissance poétique. C'est pourquoi que d'une certaine manière, les peuples, du moins à leur origine, étant qu'ils ne sont pas usés, les peuples sont des poètes. Chaque peuple déploie sa manière pour se situer dans l'univers et y poursuivre ensuite un trajet historique. D'ailleurs, le peuple, ou l'individu, mais là je parle des peuples, naît à soi-même depuis cette manière d'être, ou plus précisément, cette manière d'œuvrer, de faire. L'identité d'un peuple, la personnalité d'un peuple, réside dans sa manière de faire, d'agir avec les choses. Un peuple, c'est une force ouvrière qui déploie sa manière de faire et d'agir afin de chevaucher les flots torrentiels du devenir. Dès qu'il perd sa manière, il cesse d'être lui-même. Et s'il vient à sa propre manière, s'il vient à lui substituer la manière d'un autre peuple, celui-ci le digérera et l'éliminera donc historiquement. Voilà la tâche historique d'un peuple. Quelle est la tâche historique d'un peuple? Maintenir ou accroître sa forme de vie ouvrière, sa forme de vie productive, sa puissance de faire et d'agir. Sous cet angle, un peuple forme un mode de production original qui le caractérise au sein du rapport de production générale qu'entretient l'humanité avec l'univers, autrui et soi. C'est en travaillant de façon originale le monde, l'univers, toujours opaque au départ, que donc le sujet engendre un monde propre qui d'une part le différencie des autres mondes et qui d'autre part engage sa responsabilité. Le maintien de sa différence exige qu'il fasse l'effort
de s'affirmer comme soi-même au travers des générations. Sa puissance, non pas au passé, sa puissance à l'originalité garantit la perpétuation de sa personnalité. La seule origine qui vaille pour tout peuple, c'est sa puissance d'originalité. Un peuple donc peut accepter de perdre des différences par rapport à d'autres peuples, mais il faut qu'il d'abord et surtout qu'il en assimile le meilleur, et il lui faut aussi en créer de nouvelles différences s'il n'entend pas se dissiper progressivement dans une altérité conquérante. La permanence d'une identité forte, d'une personnalité nationale, individuelle ou plus généralement politique, donc réside dans le quantum de différence qu'un sujet historique est capable ou non de perpétuer. Et de cette assertion, on peut donc inférer la loi historique suivante. Tout peuple qui de génération en génération ne restitue pas autant de personnalité qu'il en a reçu, tout ce peuple est menacé d'extinction. Telle est la loi universelle, historique, qui gouverne les peuples, qui sont définis ici comme des organismes créatifs qui doivent sans cesse relancer le défi de leur relance historique, de leur rénovation historique, face à la puissance modificatrice des temps, face à la puissance modificatrice des autres. Mais restituer de l'identité, donc, ne signifie pas évidemment reproduire le même contenu, faire revenir des temps identiques. Il n'y a que des âmes épuisées qui agitent de si pauvres illusions. Elles sont impuissantes à chevaucher le devenir, et donc ces peuples, régis par de telles âmes, s'éteignent sous la malédiction du passé. Le vouloir, écrit Nietzsche, ne peut rien sur ce qui est derrière lui. Celui qui veut le passé ne veut rien. Sa force productive l'a abandonné, et il végète historiquement désormais comme le fantôme de lui-même. Sitôt qu'un peuple œuvre et travaille de moins en moins le monde qu'il habite et qu'il fait, et surtout sitôt qu'il cesse d'en détenir les critères d'élaboration, ce peuple devient une ruine historique et devient une ruine herméneutique. Ainsi, les nations européennes éprouvent-elles aujourd'hui le déclin de leur personnalité face au rayonnement universel du mode de production américain. En revanche, une nation vive, même si elle est occupée par un ennemi, garde sa personnalité du moment où elle cultive sans faiblesse ses langages plastiques, discursifs et aujourd'hui, je dirais, techniques. Ainsi, par exemple, la production artistique et littéraire des romantiques polonais contribue à l'affirmation du peuple polonais contre l'oppression russe ou prussienne. Dès lors qu'ils se reconnaissent dans les œuvres de leurs poètes, artistes et penseurs, et aujourd'hui, à l'ère de la technique, de leurs ingénieurs, inventeurs, explorateurs, les peuples perpétuent leur univers symbolique dont se nourrit leur conscience historique et politique. Évidemment, un peuple qui n'est plus attaché à la puissance technique et qui se goberge d'humanitarisme n'ira pas très loin dans l'histoire. Nous constatons ici que l'identité n'émerge donc jamais comme telle. Elle se manifeste par la médiation d'une culture. L'identité suppose donc la tradition d'une culture. Mais toutefois, cette tradition consiste moins dans la réception passive de formes héritées, dont le sens, et j'y insiste, de formes héritées dont le sens peut être épuisé, donc que dans le trajet créateur qui soit les vivifie, soit les dépasse. Une tradition sans créativité est une tradition postiche qui ressortit le plus souvent
à une idéologie de ressentiment. La culture implique une croissance de soi. Les simples mœurs d'une tradition figée, pas du tout. Ainsi, la culture répond à la productivité de la vie, dont la flèche futuriste désigne l'innovation, non la tradition, pour reprendre Whitehead, le grand philosophe britannique. D'ailleurs, futuristes soviétiques et futuristes italiens surent pour leur part exprimer cette exploration de l'avenir. De quoi témoigne donc en plus la culture continue d'une communauté humaine? Tout simplement du maintien de son génie. Je rappellerai à cet égard d'ailleurs que le mot génie vient du latin génere, à nouveau, qui signifie produire, créer, former. Le génie, qu'est-ce? C'est la puissance singulière dont chaque peuple dispose pour se donner une forme propre. Le génie s'incarne au fil des productions originales qu'il entreprend et qu'il engendre. Et je cite encore Goethe. Point de génie sans une force productive qui continue à s'exercer, répond Goethe à son collaborateur Eckermann, qui était soucieux de comprendre d'où venait la grandeur d'un homme ou d'un peuple. Il faut une force productive qui continue à s'exercer. Celui qui ne jouit pas d'une telle force, qui ne jouit pas de puissance génératrice, n'aura évidemment rien à raconter, mais ne pourra rien faire. Et donc il disparaîtra, englouti par la puissance d'autrui. Partant, le génie donc qualifie la personnalité à génie intense, identité intense. Mais le génie culmine. Et j'ajouterai donc que si le génie est la source de l'identité, le style en est l'expression même. Comme la grandeur d'une identité passe par la culture, la perfection d'une culture culmine dans la perfection du style. Par son style, le sujet est identifié tant physiquement qu'historiquement et qu'axiologiquement. D'ailleurs, même dans le domaine de l'ingénierie, la valeur quantitative d'une technologie peut dépendre de son évaluation stylistique. Ne parle-t-on pas de la French Touch quant aux technologies informatiques? Le design également réintroduit de la distinction dans la formation de l'objet industriel. Et le style de cet objet n'est autre que la signature d'un créateur. Pensons également à la signature des bolides italiens, Maserati, Ferrari. Il y a bien un style. Les Italiens sont exemplaires du style. Au total, donc, il apparaît que l'identité humaine ne consiste jamais dans une donnée immédiate de la vie. Comme j'ai essayé de le démontrer, l'identité humaine suppose et implique l'action et l'interaction productive d'un sujet qui est aux prises, qui est en lutte avec le monde et autrui. En amont de ce qu'il raconte, le sujet s'identifie donc au travers de ce qu'il fait, au travers du monde qu'il déploie et des manières qu'il a de naître et de renaître. Aussi, la créativité est-elle première. Et du coup, l'identité devient accessoire à la liberté. Oui, l'identité n'est pas première, mais seconde. L'individualité révèle une identité vive, révèle sa personnalité par le style de son activité, entre autres. Un peuple n'exprime pas son génie parce qu'il est doté d'une identité, mais il manifeste une personnalité parce que son génie l'active. Et le génie désigne en vérité la créativité originale d'une individualité. La personnalité jaillit et sourd de cette créativité. Donc la personnalité, à nouveau, dépend par nature de la puissance innée du sujet. Elle est le fruit de la force créatrice d'une vie qui se forme
en formant ses alentours. Et dans cette perspective, ce n'est pas Dieu qui anime l'homme, mais l'homme qui anime son Dieu, à la mesure de la puissance qu'il habite. Et à ce propos, je vous invite à goûter la sentence suivante de Sioran. Sans Bach, la théologie serait dépourvue d'objet, la création fictive, le néant péremptoire. S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. L'identité s'avère nécessairement relative à la créativité, donc originelle et originale. Une créativité qui disparaît et la personnalité disparaît. Une créativité qui est pauvre et la personnalité est pauvre. Une créativité qui est dynamique et elle est dynamique. Puisque la personnalité d'un sujet se reconnaît aux figures de soi qui expriment son flux créateur, on ne peut donc à nouveau, je l'affirme, vouloir la figer dans une expression unique de la vie, à peine de l'appauvrir. Un triste destin identitaire attend en effet le sujet obnubilé par une face de son identité. Celui qui est assigné, celui qui est bloqué par une culture sclérosée, celui qui est accablé du passé. Il pourra certes affirmer ses grandeurs au niveau de l'idéologie, au niveau de la propagande, mais sous l'œil ironique de ses voisins, qui, eux, constateront son arriération et son impuissance. Il en fut ainsi de l'Italie, et encore plus de l'Espagne, lesquels, après avoir rejeté à partir du XVIIe siècle la révolution de l'humanisme, et avoir fait fuir toute leur bourgeoisie entreprenante, en Suisse, en Hollande, en Allemagne. Donc, après avoir fui et s'être livrés à l'obscurantisme clérical, ils sombrèrent pour des siècles dans la décadence. L'impuissance historique, accompagnée de la misère sociale, intellectuelle, esthétique, stratégique, et accompagné surtout du despotisme politique, constitua la rançon de leur identification au dogmatisme clérical et féodal. Une même arriération du sens frappe maintenant des États européens, aujourd'hui, dont l'ultime paradigme d'évaluation politique se réduit au culte des mémoires accablées ou des célébrations victimaires. Les vaincus, et ils sont nombreux, les vaincus de l'histoire, ils jouissent effectivement d'une certaine identité, de l'identité que les puissants leur laissent, d'une identité meurtrie, folklorique ou même sujette à l'ethnologie. Car ils ont fini, ces vaincus, de s'inventer, de transformer leur identité. Et de cette identité, j'irais même jusqu'à dire qu'ils en pâtissent. Ce type d'identité est une fatalité. Il appartient donc à la liberté d'en délivrer le sujet. L'identité reçue peut effectivement devenir funeste lorsque l'on veut cultiver l'expansion de soi. Cela, par exemple, je vais donner des exemples, le platonisme gibelin et Frédéric de Hohenstaufen l'ont bien compris pour affirmer l'Empire face à la tutelle papiste. De même, les princes allemands firent de même et affirmèrent leur identité et se sont renouvelés lorsqu'ils soutinrent, les armes à la main, la grande réformation de Luther. De même encore, lorsque la République française institua la laïcité, non pas afin, comme on le dit, d'ouvrir la tolérance entre les religions, pas du tout. Elle institua la laïcité afin de libérer la force ouvrière de la nation. À chaque fois, il a fallu que la liberté donc s'affranchisse de l'identité reçue. Il faut savoir se révolutionner
Il faut savoir établir un nouveau rapport au monde. Il faut s'ouvrir à la palingénésie du monde pour accroître sa puissance d'être. Ce n'est qu'animé de liberté métamorphique, ce n'est qu'animé de puissance métamorphique qu'une conscience nationale peut maintenir sa trajectoire historique. Le génie du peuple garantit l'expression de sa puissance créatrice par l'exercice de sa souveraineté politique. L'action politique, nécessairement donc, visera la liberté, non l'identité, qui, comme on l'a vu, peut au contraire mener à la destruction de soi. Si l'on veut donc traiter politiquement de l'identité, il faut également parler de la culture et de la politique de la culture. Afin de maintenir son individualité, le sujet individuel ou collectif doit exprimer, je l'ai dit, sa puissance créatrice. Mais telle est donc la finalité d'une politique culturelle qui favorise et organise l'expression de la créativité générale. Si l'on veut parler de politique d'identité, elle ne peut d'abord se traduire qu'en politique de la culture. Lorsqu'une république populaire cultive ses arts, ses lettres, ses sciences, et qu'elle parvient à les faire partager par tout homme, elle n'a rien à craindre pour son identité. Sa productivité pour cette culture est si évidente, sa liberté est si féconde, qu'elle ignore même la question de l'identité. Elle est si riche en monde qu'elle peut assimiler alors plus d'un étranger et l'élever à son image. Évidemment, si elle n'a plus de puissance culturelle, elle aura de gros problèmes pour assimiler quiconque. Un peuple n'exprime jamais tant sa personnalité que lorsqu'il rayonne donc de liberté créatrice. Comme sa culture illumine et attire, ce peuple fait œuvre civilisatrice. Jouissant de la pleine actualité de sa culture, quel besoin ce peuple alors aurait-il d'être médusé par ses racines, ce vocable qui tambourine également sans cesse à nos oreilles. Il comprend en effet ce peuple qu'en poussant vers l'azur, l'arbre entier se nourrit du monde dont il filtre les vertus. C'est à la mesure de sa sève créatrice que l'arbre, des racines jusqu'aux feuilles, renouvelle sa chair, de laquelle il épure les corps morts. Des jeunes racines remplacent les sénescentes. Donc les racines ne sont jamais les mêmes. Au fur et à mesure de l'évolution de l'arbre, elles meurent et d'autres prennent leur place. De même, l'homme libre, s'il est orienté vers la perfection des figures de soi, n'idolâtre point ses aïeux et leurs traditions. Non. Il les reprend et les sélectionne, il les vivifie depuis l'horizon qu'il vise et dont il perçoit le souffle chez ceux qui le précèdent. Par exemple, Giordano Bruno et Goethe, qui sont d'éminents, à mon avis, penseurs de la modernité, enseignent toujours que nous marchons sur des épaules de géants et que nous honorons les démiurges du passé en progressant plus loin et plus haut qu'eux. À l'ère moderne, à l'ère du travailleur, il n'y a d'individualité féconde et réfléchie, féconde et libre, qu'issue d'une démiurgie, réfléchie et volontaire. C'est le seul dépassement de soi qui garde vive la trame de la culture. S'il peut y avoir une politique de la liberté et une politique de la culture, une politique de l'identité, donc, apparaît dès lors comme une illusion. Parce que l'identité n'est pas objectivable. Je peux dire « je suis français », mais cette assertion n'explicite pas le style qui me définit. L'identité de style, comme elle échappe à toute rationalisation ultime, ne saurait être imposée par une politique, à peine d'être mutilée.
vouloir établir une identité canonique, c'est conspirer à étouffer la créativité, et c'est opprimer la liberté, et c'est se préparer à sa nécrose. C'est pourquoi une saine activité politique n'édicte pas le qui nous sommes, mais délibère et décide de ce que nous avons à œuvrer ensemble sur le plan de l'unique intérêt public et général. Excepté l'identification publique des individus, l'organisation politique du peuple n'est pas en droit de normaliser le style de tous et de chacun. Mais en revanche, c'est au peuple lui-même de faire respecter l'adage « à Rome, fait comme les Romains ». C'est au peuple lui-même d'agir s'il se sent attaqué dans sa liberté des mœurs, dans sa liberté créative. Et effectivement, s'il recourt sans cesse à l'état administratif pour s'en sortir, ça prouve que lui-même n'a plus confiance en lui, il n'a plus beaucoup de force intérieure. À Rome, fait comme les Romains. Voilà ce que devrait dire un peuple libre. Et faire en sorte et agir de la sorte que cet adage soit respecté. En nous réduisant à une identité éternelle, à une identité normalisée et fixiste, nous nous condamnons à une vie momifiée, voire à la destruction politique et historique. Si nous ne savons plus faire autrement, entreprendre notre propre dessein, rénover, réinventer notre trajet historique, alors nous aurons bien une identité, celle que nous laisserons les autres au travers de nos résidus de culture ou celle que nous copierons. L'identité assignée, subie et fétichisée véhicule la passivité. Le sujet consent à être défini, classé et hiérarchisé. Alors que l'individu, quand il est libre, excède les ordres et les classements. À l'inverse, le sujet, lorsqu'il est aveli, suffit par son impuissance à transgresser l'ordre de ses maîtres. Par exemple, vaincu par les Britanniques, le Québec catholique vécut dès lors courbé devant la couronne sous l'autorité aveugle de ses prêtres et s'empressa de servir ses maîtres anglais, notamment au niveau militaire. Ce que l'on appellerait aujourd'hui leur identité religieuse et leur passion pour l'obéissance héritée du catholicisme ont privé pour longtemps les Québécois de leur pleine liberté ouvrière. Quand l'assignation identitaire engendre le tropisme de l'obéissance ou du fatalisme, les populations aveuglées consentent à leur servitude, courent à leur servitude. En revanche, la démiurgie des bâtisseurs historiques outrepasse la grammaire de l'identité. Le génie de tout individu libre s'ouvre un avenir et se trace un dessein. Par là, il s'allège nécessairement de ces figures pétrifiées, héritées du passé, qu'encouragent au contraire tous les esprits paresseux. C'est une paresse que de vouloir revenir au passé. À ce propos d'ailleurs, je vais citer Miguel de Unamuno. Ce que je fuis, dit-il, comme la peste, je le répète, c'est d'être classé. Je veux mourir en entendant les paresseux d'esprit qui s'arrêtent parfois à m'écouter, demander à mon sujet, et celui-là, qu'est-il? L'obsession feignante du classement et de l'assignation caractérise notre époque de bassos historiques. L'idéologie identitaire est effectivement apparue corrélativement à la perception dramatique d'un envahissement migratoire ainsi que d'une islamisation progressive de la société. Elle suggère, cette idéologie, que bien des mots de l'époque
proviennent de ces deux phénomènes et elle prétend aussi les combattre. Elle se garde cependant bien d'avouer qu'ils constituent moins une cause qu'un symptôme. En effet, aliéné à l'État, le peuple s'est privé des forces nécessaires pour affirmer sa souveraineté. Dorénavant, le peuple ne dispose pas librement de soi-même. C'est l'appareil d'État qui dispose librement de lui et le fait obéir. En outre, rivé à l'intimisme, la passivité intellectuelle a envahi les individus, au point qu'ils ont une peine croissante à conduire leur raison en vue d'un intérêt général. Et même, c'est paradoxalement au moment même où ils délaissent toutes les présuppositions qui sont nécessaires à leur unité souveraine, c'est au moment même où ils abandonnent leur langue, leur instruction, leur culture, le commerce de la raison, qu'ils s'abandonnent aux préjugés qui les divisent, ceux de la peau, des mœurs et des crédulités. Et face à une communauté qui veut, elle, affirmer de plus en plus, avec la complicité de l'État, la prééminence de ses mœurs, entend-on clamer un appel farouche à la liberté aujourd'hui? Non. On se réfugie dans des invocations plaintives de l'identité perdue, de l'identité blessée. Si on a déjà vu des peuples occuper l'espace public pour conquérir leurs droits, en a-t-on jamais vu se mobiliser à l'appel de l'identité? C'est que sans doute, il existe des mots qui sont sans force dans le domaine de la lutte politique. Nous commençons dès lors à saisir pourquoi le thème de l'identité a été politisé et s'est emparé des esprits au détriment de celui de la liberté. C'est qu'il est à la fois ce thème l'outil d'une domination idéologique et le symptôme d'une fatigue mortelle. Au plus profond, l'obsession de l'identité provient d'une impuissance productive et d'une crise de la volonté. En effet, c'est une société usée, épuisée, que le pouvoir goberge ou qu'un pouvoir goberge d'identité et de tradition, en sorte qu'elle ne tende plus à se former différemment. Plutôt que de ne franchement rien vouloir, cette société usée préfère vouloir le cadavre de ce qu'elle fut. Et par là même, les fétichistes de l'identité s'accordent au pouvoir décomposant de la technocratie planétaire. En effet, si le capitalisme a porté pendant longtemps, pendant les temps modernes, le dessein prométhéen d'une humanité plus active, plus savante et plus productive, maintenant ce capitalisme semble s'achever dans le cirque incessant de l'usure financière. Et je citerai Ezra Pound par le grand poète dans les cantos pisans, par usura n'est plus de claire démarcation. Les hommes n'ont plus site pour leur demeure. Du coup, ce capitalisme financier a cessé de favoriser l'essor des entrepreneurs et des innovateurs, notamment en Europe. Le pouvoir technocratique est tellement omnubilé par la stabilité systémique de sa reproduction sociale qu'il en est venu à craindre obscurément les germes de rupture ou de révolution que peut couver l'aventure scientifique et technique. Toute intelligence désormais doit être sous contrôle. Même le génie technique est devenu suspect. On ne s'étonnera donc pas qu'aucun mythe futuriste n'accompagne dorénavant la croissance du capital. L'entrepreneur et l'innovateur technologique ne résident plus au cœur du système. Ce sont le spéculateur et l'organisateur sécuritaire qui les ont remplacés. Et ces derniers, qui sont les agents du fétichisme
du numéraire, donc le spéculateur et l'organisateur sécuritaire, qui sont des technocrates, n'ourdissent qu'une seule finalité, que leur monde n'accouche jamais d'un nouveau monde. Qu'ont-ils à craindre donc des identitaires? Comme ils prospèrent sur la décomposition politique des nations, le pouvoir sécuritaire n'a rien à craindre de l'idéologie de l'assignation identitaire. Car en effet, détaillé en idiotisme, c'est-à-dire fasciné par ses propres particularités d'origine, le peuple civique se dissout automatiquement par fragmentation assignatrice. En effet, l'idéologie de l'assignation et de l'identité essentialise ce que les sociétés ont été, les fixant à des moments ethnico-religieux prétendument originaires. C'est ainsi que les Européens, évidemment, sont chrétiens, les Arabes sont musulmans, les Juifs sont fils de Sion, mais aucun n'a le droit de devenir. Cette pathologie rétrospectrice encourage le tribalisme social en renvoyant chacun à une souche naturelle ou une source divine qu'il devient inconcevable de dépasser ou de transgresser. Quand une société rabat ainsi chacun sur son origine, elle interdit toute volonté générale. Chaque communauté, dès lors, avance son origine qu'il considère élective. Donc chaque communauté avance son origine d'élection et prétend depuis un tel solipsisme avoir de la valeur. Dénués de dynamisme mental et physique, les membres de ces communautés croient valoir parce qu'ils croient être et non par ce qu'ils font ou par ce qu'ils veulent faire. Il suffit de naître aujourd'hui, un peu comme sous l'Ancien Régime, il suffit de naître de telle sorte ou telle sorte pour valoir, sans faire effort. Petit à petit, nous quittons la civilisation du travail et notre essence prométhéenne. Le fixisme d'appartenance leur tient lieu d'ambition. Il faut dire aussi que par cette vanité élective, l'individu paresseux évite d'évaluer la grandeur de ses forces dans l'expérience du réel et dans la confrontation avec autrui. C'est que l'élection énoncée et vantée n'est pas évidemment l'exception éprouvée. Les Romains ne se définissaient pas comme un peuple élu, mais un peuple d'exception, parce que leurs actes et leurs faits prouvaient qu'ils étaient justement exceptionnels pour conduire et construire un empire. Cependant, parallèlement à cet excès de différenciation axiologique, où chacun vaut par sa naissance, par son origine, sans rien faire, s'étend la peur de la destruction intestine de la République. Du coup, l'État, l'appareil d'État, au prétexte de faire face à une insécurité endémique, puisqu'en effet la concorde civique a cédé la place à la juxtaposition communautaire, donc l'État s'érige en despote sécuritaire, quadrillant toutes ses clientèles qui sont aveugles. Le Moloch mécanique du contrôle se gave bien d'identité originelle qu'il espère en outre fixer à jamais indépassable. Un peuple ainsi morcelé par les fascinations de l'origine n'est en mesure ni de nourrir un progrès civilisateur, ni d'imposer son autorité à l'État, ni d'imposer son histoire à l'histoire des autres. Le fixisme identitaire conduit inexorablement à l'atrophie des figures possibles de la patrie et du citoyen au profit de la morbidité d'État. Ressentiment religieux, ethnico-religieux et morbidité du capital œuvrent de concert à la décomposition de la puissance populaire. Pantin mécanique de leur économie,
Telle est l'identité terminale que le capital et l'idéologie assignatrice assignent donc au sujet omnubilé, d'être le pantin mécanique de leur économie. Ne nous y trompons donc pas. L'origine assignée et assignante ne signifie pas un nouveau départ pour un nouveau monde. Il ne s'agit pas là d'une origine poétique, d'une origine inventée et inventive. Il s'agit là d'une origine idéologique, d'une origine pathologique. Son unique objet, à cette idéologie, c'est définir un point de restauration d'où disqualifier la vie présente et future. N'évaluer le monde vécu qu'au prisme de l'origine revient à penser et à agir à la manière des écrevisses, pour reprendre le bon mot de Nietzsche. Qu'est-ce que vouloir s'arriérer, sinon fuir les défis du devenir, sinon révéler son impuissance à chevaucher les flots de la vie créatrice et destructrice. Bref, la liberté productive n'est pas hantée par l'originel, j'y insiste à nouveau, mais affirmative de l'original. A l'inverse, l'assignation identitaire engendre une faiblesse et révèle une faiblesse à se tisser une forme originale. C'est alors que le nihilisme s'empare de toute communauté où la puissance originaire s'est invertie en impuissance à l'originalité. L'omnubilation identitaire forge une illusion derrière laquelle se propage le nihilisme. Aujourd'hui, la question de dire un nous, de former un nous, se pose aux divers peuples européens avec urgence. Un territoire appartient à ceux qui y fédèrent leur nostrité. Mais comment se fait-elle, comment s'opère-t-elle cette nostrité en Occident européen? Comme j'ai essayé de le démontrer, c'est de la puissance démiurgique que naît le nous du peuple. Si le troupeau des cagots, de la punition ou de la restauration érige l'obéissance en vertu et condamne chacun à croupir dans la sujétion, en revanche, la cité des travailleurs, la cité des producteurs, elle, se discipline et s'instruit de tous les savoirs, de toutes les disciplines, au fin, dans la finalité d'une plus haute forme de soi. La démocratie civique et républicaine requiert donc une culture dominante, une tradition centrale, une tradition donc qui sélectionne les figures du passé et l'héritage du passé. Elle requiert une culture dominante qui est celle de la pensée libre, de la pensée poétique et dialogique, de la pensée critique et expérimentale, de la pensée rationnelle et progressive. La ruine de cette tradition solaire amène fatalement la ténèbre du pastorat, des troupeaux et des meutes. Aux prêtres et à ses versets, à l'ascète et à ses privations, l'Européen créateur a nécessairement préféré le poète et le magicien. Il a nécessairement préféré l'orateur et l'auteur. Il a nécessairement préféré l'explorateur et le savant. Et il a nécessairement préféré donc leurs chemins aventuriers. Au lieu de ramper dans la domestication, tout peuple européen s'identifie dynamiquement. Et je signale, si vous le savez sans doute, que dans le terme dynamique, il y a dynamis, que dynamis vient du grec qui signifie puissance. Tout peuple européen s'identifie dynamiquement à son progrès dans le labyrinthe des mondes et des temps. Et c'est ainsi que de modernité en modernité, le peuple européen, ou un parmi les peuples européens, renaît mu
animé par les figures d'Hercule et de Faust. Sa liberté créatrice, ce peuple, il ne l'achève point dans les racines opiacées du Dieu absolu, du Dieu de la révélation. Il la déploie dans les mondes que l'héroïsme des savoirs, que l'héroïsme de la main configure. Pour lui, à ce peuple, être, c'est tâcher d'être, c'est faire, en sachant toujours chevaucher les forces de l'univers. L'unique identité qui lui vaille à un tel peuple, c'est l'appel de l'aventure, des formes et des idées. Et pour conclure, je vais revenir à l'Antiquité romaine pour illustrer ce propos qu'à l'origine, en quelque sorte, de l'Europe, qui justement, où il y a une nuit des origines, comme l'ont bien vu les Romains. Il n'y a pas d'origine assignée, il n'y a que le travail et la volonté. Je vais m'appuyer sur le récit que fait Tite-Live de la fondation de Rome. Il s'agit donc de voir ici comment cette position que je viens d'énoncer, ce topos, nourrit l'histoire de l'Occident. Reprenons donc le récit de la fondation de Rome, que j'abrège. Souvenons-nous, une fois que Romulus a tracé l'enceinte, le pomerium de la cité, sans l'aide d'aucun dieu, j'y insiste, sans l'aide d'aucun dieu, et qu'il tue Rémus, une fois qu'il a tué Rémus, qui voulait transgresser son œuvre, que fait-il? Écoutons Tite-Live. Puis, pour ne pas laisser vide cette ville immense, et pour y attirer une population nombreuse, Romulus prend la vieille méthode des fondateurs de villes, qui rassemblaient autour d'eux un grand nombre de gens obscurs et de basse condition, et prétendaient qu'une race était sortie pour eux de la terre, et à l'endroit où il y a maintenant un enclos dont la montée entre les deux bois sacrés, il ouvre un lieu d'asile. Donc Romulus a ouvert un lieu d'asile pour mettre du monde dans sa ville, pour l'habiter. Là, dans cet asile, vient se réfugier des contrées voisines une foule de toutes sortes, mélange indistinct d'hommes libres et d'esclaves, tous en quête de nouveautés. Avidia novarum rerum. Et tel fut le premier afflux qui répondit à l'ampleur du dessein de la ville. Évidemment, le dessein, c'est l'Empire. En lisant ce passage, nous remarquons combien la floraison donc de Rome s'enracine dans une dynamique de la liberté créatrice. En effet, arrivent à Rome des individus dénués d'origine précise et de famille. La République est donc d'abord faite par des hommes qui dépassent leurs conditions d'origine. Ils sont donc mus par un désir inextinguible de devenir autrement. Refusant d'être assignés à une origine fixée, de subir une mémoire pesante, ils veulent naître et renaître et bâtir un futur original, issu de leur puissance associée. Ils s'associent pour créer un monde nouveau. C'est évidemment la réunion de leur volonté qui les rend créateurs d'un monde à cultiver, et non leur mélange indistinct, un métissage de leur origine. Effectivement, j'ai lu dernièrement un anthropologue actuel qui étudiant ce passage, mais le malheureux imbibé d'idéologie actuelle, il voyait une apologie dans ce récit du mélange et du métissage. Par ailleurs, de l'autre côté, j'ai vu également Fustel du Coulanges qui était horriblement horrifié qu'il n'y ait pas de pureté de la race romaine à l'origine et que Tite-Live, justement, ait parlé d'un mélange d'individus. Mais ni l'un ni l'autre ne comprennent le récit de Tite-Live. Car il s'agit bien ici de dynamisme créateur et de volonté. Se mélanger n'est pas leur but. Les individus s'associent en vue d'éprouver une vie neuve. Loin de valoir par leur mélange, ils se distingueront
par leurs talents individuels et par leurs vertus civiques. Il y a loin entre cette dynamique du dépassement, de la progression et l'abaissement biologique de l'humanité que prônent actuellement les idéologues omnubilés par le métissage. Cette première assemblée de citoyens, je le répète, est Awidia Novarum Rerum, nous enseigne Tite-Live. Formidable message donc du romain, qui nous éloigne ô combien de l'image d'un paganisme rivé à une sempiternelle répétition cyclique des âges, rivé à une tradition marmoréenne qui aurait su instaurer et respecter l'ordre cosmique des êtres. Non, il faut laisser ça à l'Orient, à ses mystères et à ses dieux cachés. Comme Caton l'Ancien, le Romain au plus haut de sa forme n'a besoin que de dieux civiques et non pas de dieux du salut. Car au moyen de la cité et des vertus que sa force ouvrière requiert, le Romain a entrepris d'explorer le monde, de le légiférer et de le transformer. Au sein d'un univers traversé de forces stochastiques, l'œuvre civilisatrice n'est jamais aboutie. Elle est toujours à parachever et à recommencer. Au renouveau incessant des vicissitudes historiques doit répondre nécessairement l'invention humaine. En définitive, n'existe aucune clé définitive, aucun sceau ultime pour résoudre les liens tumultueux de l'homme au monde. L'homme n'a que la puissance de soi pour vivre historiquement. Je vous remercie. Bon, ça va faire un super rendu vidéo, ça va me faire des tas de potes.